Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 €, vous soutenez simplement le podcast. Dans celui à 5 €, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle et il y a des niveaux supérieurs avec plein de contributions sympas. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Aujourd'hui, on va parler de photographie avec Christophe Pinatel qui va nous donner des conseils pour bien photographier les aurores boréales. Salut Christophe! Bonjour Anne-Sophie et merci de m'accueillir dans ton podcast aujourd'hui. Je suis vraiment ravi de partager ce moment avec vous. Tu habites dans le Var, tu es photographe et tu as monté ta société PACA Photo Passion. Tu fais de la photo aussi bien dans l'événementiel, dans le sport ou en studio, mais tu es passionné par la photo de paysage. Tu proposes des stages photo en France et aussi à l'étranger, notamment dans les pays nordiques, à la chasse aux aurores boréales. C'est pas facile d'être photographe à temps plein, les nouvelles technologies et le numérique ont ouvert ce domaine à beaucoup plus de monde. C'est vrai que c'est un peu plus facile qu'à l'époque de l'argentique. Toi, tu as fait une formation dans une école de photo pour bien maîtriser toutes les techniques. Alors, comment on devient photographe professionnel et comment on se démarque ? Alors, comment on devient photographe professionnel? Simplement, déjà, dans un premier temps, il faut avoir la passion en soi. Donc, moi, pour te dire la vérité, au début de ma carrière, on va dire, je respirais photo en permanence et aujourd'hui, c'est encore pire que ça, quoi. J'en rêverais presque la nuit. C'est vrai. Et puis, il est vrai que pour se démarquer, c'est d'autant plus difficile, comme tu l'as dit. Beaucoup de monde se met à la photographie avec maintenant les avancées technologiques. La photographie s'ouvre à tout le monde. Et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que je propose mes stages un peu à droite, à gauche. Bien entendu, les réseaux sociaux, tous les magazines qu'on peut lire actuellement, tous les tutos qu'on va trouver sur YouTube ou autres permettent aux gens de se lancer dans la photo et d'essayer de réaliser leur passion et de se faire plaisir. Alors, pour se démarquer d'un point de vue professionnel, selon moi, il y a quand même des aspects qu'il ne faut pas négliger. C'est la personnalité et la communication. D'accord, pour toi, c'est les points essentiels à développer. Un des points essentiels à développer parce que ce qui va faire la différence quand même, aujourd'hui, où on est dans un monde qui est plutôt, mine de rien, très ouvert, mais si on regarde bien, très fermé d'un point de vue interaction physique avec les gens. Tout à fait. Tu vois, un photographe a vraiment besoin de rentrer en complicité avec ses clients, que ce soit pour des stages photos, que ce soit pour du shooting, pour du mariage, pour des photos de grossesse, peu importe. Il faut qu'on rentre un peu en complicité avec. Le contact humain est important, quoi. C'est exactement cela. C'est vrai qu'à l'heure comme tu disais, où on trouve, alors c'est une ressource exceptionnelle et exceptionnellement riche, où il y a des tutos sur Internet pour tout. On peut apprendre à tout faire avec des tutos sur YouTube. Mais c'est vrai que heureusement, il y a encore des choses qui se passent où on a besoin d'un contact avec les gens et où ça se passe au feeling, quoi. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et justement, toutes ces séances ou alors tous ces stages, si tu veux, la réussite de ces moments-là sont liés au lien qui va se créer entre le photographe et les personnes qui lui font confiance. C'est vrai, je suis Donc ça, c'est capital. Et quand on est, tu vois, aussi sur de la, orienté sur des stages photo, on a besoin d'avoir une interactivité permanente avec le photographe. On se pose des questions à l'instant T, il faut qu'on puisse avoir la réponse tout de suite, de manière à pas créer des blocages et pouvoir avancer dans sa technique et sa maîtrise de prise de vue. Donc, c'est très important d'avoir ce relationnel, bien sûr d'avoir quelqu'un d'expérience, mais d'avoir quelqu'un qui est patient, qui sait détendre les gens, qui sait les décomplexer, parce que pas mal de personnes, parfois, ont des complexes en photo, en disant « je suis pas capable de faire ça, je suis pas à la hauteur, mes photos sont pas belles ». On peut être un photographe complexé alors. Ah, clairement. Il y a des gens qui n'osent pas afficher des photos de peur qui n'assument pas leurs photos, et ça, on y reviendra certainement un petit peu plus tard. C'est capital dans la photographie d'être soi-même. Il faut se faire confiance aussi. Exactement, totalement.
Ouais, mais c'est vrai que c'est un point important que tu notes et moi je le retrouve beaucoup aussi dans les cours de chant que je donne. Tu sais, je fais de la musique aussi à Oui, côté. d'accord. Et en plus, en cette période de virus, où tous les cours de musique, toutes les activités culturelles ont eu lieu sur Internet, bon, Oui, on m'a demandé en fait si je donnais mes cours de chant via Skype ou sur Internet. Et en fait, mhm, je refuse de le faire parce que les cours de chant tels que moi je les enseigne, c'est comme tu dis, pour toi, tes stages photos, c'est du relationnel, c'est un feeling et une action avec les gens. Je peux pas faire ça à travers un écran en fait parce que je guide les gens, c'est du ressenti. Quand je exactement. les entends chanter, je leur dis ah oui, mais tu vois, là, j'ai l'impression que tu es comme ci, comme ça. Enfin, c'est vraiment un peu tout au feeling. Et je peux pas faire ça à travers un écran, c'est pas possible. Je te rejoins complètement. D'ailleurs, moi, je propose des stages théoriques qui durent à peu près 4 à 5 heures pour donner les fondamentaux aux gens avant de vraiment partir sur le terrain pour faire de la photographie. Et Mhm. ces stages-là, je ne les propose pas non plus via l'Internet parce que la communication visuelle est extrêmement importante quand tu donnes un stage aussi. Il n'y a pas que le parler qui est important, il y a aussi ce que te renvoie la personne en face de toi. Je pense qu'il est important aussi d'assumer sa signature photographique. C'est-à-dire que les gens, ils viennent vers toi dans le monde professionnel parce qu'ils ont vu des photos de toi que tu réalises, parce qu'ils adhèrent à la façon dont tu regardes la vie, dont tu illustres tes photos, la manière dont tu les post-traites, les messages que tu fais passer à travers elles, qui sont finalement en lien direct avec ta personnalité, tes émotions, ta sensibilité. Et je pense que c'est ce cocktail d'éléments qui fait que les gens vont plus facilement venir vers peut-être un professionnel et identifier le professionnel qui pourra répondre à leur projet. Parce D'accord. que la photographie est un porteur de messages qui n'est pas qui englobe vraiment une multitude d'éléments qui peuvent être aussi bien la cause que tu mets, que tu projettes sur ta photographie, le message que tu veux faire passer à travers elle, mais à travers ce message, tu fais passer aussi ta personnalité, tes convictions, ta sensibilité et ce genre de choses peut toucher certaines personnes. Ça ne peut pas toucher tout le monde, puisque dans l'art, de toute façon, on aime ou on n'aime pas. On plaît pas à tout le Euh, monde. ça plaît pas à tout le monde. Voilà. Le tout, c'est que les gens se sentent un petit peu en adéquation avec ton travail et il ne faut pas hésiter à être présent sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter à beaucoup discuter, à publier tes photos pour que les gens te connaissent aussi à travers tes photos et quelque part, tu pourras créer un contact et créer des prestations parce que voilà, tu fais partie un petit peu de la vie des gens. Ils se retrouvent un peu dans ce que tu fais et ça crée nécessairement des liens qui sont tout de suite plus forts. Mais c'est vrai que c'est hyper important ce que tu dis parce que justement, dans la façon dont j'ai formulé la question, quand je te l'ai posée, c'était un peu, bon voilà, la photo, c'est un peu ouvert à tout le monde, c'est facile, entre guillemets, etc. Mais c'était justement pour amener à ces réponses-là. Euh, c'est vrai qu'on pourrait penser que bah, c'est facile, tout le monde peut, même avec son téléphone en fait portable, on fait de très belles Oui, photos. Mais c'est vrai que moi je l'ai expérimenté aussi. De formation à la base, je fais de la vidéo, je suis caméraman et monteuse vidéo. Mais oui, quand je suis arrivée en Norvège, justement, je me suis mise aussi à la photo professionnelle. J'en faisais mhm, en loisir avant, mais j'en ai fait professionnellement quand je suis arrivée en Norvège. Et j'ai eu la chance de commencer par des sessions de musique où j'ai fait des shootings photos de concerts pour des oui, artistes que je connaissais. Et c'est vrai que là, c'est fou parce que je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où on était plusieurs photographes à faire des sessions photos du même concert. Et, oui, et là, tu te rends compte qu'on a chacun un œil et une vision différente et que exactement. effectivement le résultat de la photo, il est propre à chacun. Et il y en a qui vont préférer mes photos à moi, il y en a d'autres qui vont préférer les photos de l'autre photographe. Chaque photo est unique et puis l'œil du photographe est vraiment très très important, quoi. Exactement. Alors, l'œil du photographe, c'est la seule chose sur laquelle on ne pourra pas véritablement jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du matériel photographique qui devient de plus en plus sophistiqué, qui est à la portée un peu de tout le monde, hein, parce que même les appareils très haut de gamme maintenant sont relativement ergonomiques. Tout le monde peut s'approprier ce genre d'appareil, peut commencer à faire des photos de qualité. Quand j'entends qualité, c'est pas forcément le rendu final de la photo, mais en tout cas la prise de vue, le piqué d'une photo Oui, c'est ça, en sera termes de déjà nombre très de bon. pixels et tout, on a une bonne définition d'image, quoi.
Exactement. Donc, c'est ce que les gens parfois ne comprennent pas aussi, c'est que les gens imaginent que tout le monde peut réellement faire de la photographie, qu'on n'a pas besoin de professionnels pour faire certaines prestations quelconques. Bon, déjà, il faut avoir du matériel qui coûte cher. Et deuxièmement, il faut avoir un œil. On a beau avoir de la technique, si tu n'as pas l'œil artistique, entre guillemets, ta Ouais. photo, elle n'aura pas d'impact à proprement parler. Elle sera nette, elle aura du piqué, mais elle racontera rien. Mais elle racontera Elle, rien, exactement. tu vois, elle ne sera pas agréable à l'œil. Tu ne pourras pas véritablement lire tout ce que tu voulais mettre dans ta photo parce que tu n'auras pas bien composé, tu n'auras pas bien cadré, tu n'auras pas utilisé euh, tout ce que ta scène peut te donner comme élément pour te conduire dans l'histoire que tu veux raconter. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors souvent, je donne des cours à des gens, je leur explique la technique, etc. Et il m'arrive parfois de me rendre compte que pour certaines personnes, l'œil n'est pas vraiment là, n'est pas vraiment affûté. C'est ce qui va être le plus compliqué pour ces gens-là pour grandir en photographie. La technique, ça va arriver très vite. Par Ouais, parce contre, que ça se travaille aussi. On peut analyser où est-ce qu'on s'est placé, comment on s'est mis, pourquoi, comment. On regarde la photo. Alors si je m'étais mis plus comme ça aurait été mieux, etc. Ça se travaille quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi un petit peu, comme tu dis, c'est un petit peu pas un don artistique, mais effectivement, quelquefois on se dit un peu, bon, on l'a ou on l'a pas, quoi. exactement, exactement. Le regard, on l'a ou on l'a pas. On peut le façonner un petit peu, mais si à la base, tu n'as pas ce regard, Ça va être enfin, plus compliqué. ça va être nettement plus compliqué. Alors, petite question Oui. technique, est-ce que toi, tu as toujours fait de la photo numérique ou est-ce que tu as fait de l'argentique aussi? Alors, je n'ai pas fait d'argentique. Moi, je suis plutôt, si tu veux, j'ai baigné un peu dans la photographie, en fait, plutôt de manière sérieuse, je vais dire, hein, plutôt sur du numérique. L'argentique, j'en ai eu fait quand j'étais plus jeune avec mon père, mais bon, voilà, j'avais pas de matériel à proprement parler. C'était vraiment du bas de gamme. Je faisais quelques photos, alors j'aimais ça, mais à l'époque, j'étais pas prêt à recevoir les conseils de mon père pour travailler sur les ouvertures, les profondeurs de champ. C'est quelque chose qui me, voilà, Ça t'intéressait pas j'accrochais pas trop à encore. l'époque, quoi. Voilà, j'avais pas suffisamment mûri dans ma tête. Il y a une grosse différence, comme tu disais, entre le numérique et puis l'argentique. Moi aussi, j'ai fait de la photo argentique avec mon papa quand j'étais plus petite. Et c'est vrai que c'était rigolo parce qu'il avait son petit laboratoire dans Oui, une petite salle de rangement qu'on avait, un petit cagibi où on stockait la nourriture aussi et tout. Il s'était fait son petit labo là-dedans. Et on a passé des heures et des heures. J'adorais aller avec lui quand il développait ses photos dans les bains, avec les petites pinces, de pendre les photos et tout. C'était super. Et ah, le ça va nombre être une de belle fois expérience. où ma maman est rentrée dans la salle pour venir chercher une boîte de petits pois et genre, non, les photos sont foutues. Donc ça, c'était Je peux vraiment imaginer. des bons souvenirs. C'était vraiment top. Et puis, bah, du coup, mon père s'est mis aussi maintenant à la photo numérique. C'est vrai que ça a été une grosse révolution et puis un gros changement de point de vue parce que c'est vrai que avant on prenait une photo, on savait pas à quoi elle ressemblait, quoi. C'était Exactement, la exactement. surprise de voir ça au développement. Alors que maintenant, c'est vrai que quand on a connu l'argentique et qu'on fait du numérique, ça paraît mais tellement simple. Exactement. Alors pour revenir un petit peu aux conseils que tu pourrais donner aux auditeurs, avec quelque appareil que ce soit, un compact, un réflexe, Oui, avec oui. son téléphone portable, en termes de technique, de règles des tiers, de l'œil, de composition, comment faire une belle photo? Pour faire des bonnes photos de paysage, déjà, il va falloir définir ce qu'est une bonne photo de paysage. Il faut se demander la raison pour laquelle on va prendre la photo. Alors, ce que je dis souvent à mes stagiaires qui m'accompagnent avec moi sur le terrain, je leur dis, titrez votre photo avant de la prendre. Ça permet de te demander, de te poser les questions, de te dire, Pourquoi pourquoi tu je prends prends cette cette photo? photo? Exactement. Comme tu sais, photographie, ça veut dire écrire avec la lumière. Mhm. Donc, si tu n'écris pas une histoire à travers ta photographie, il y a fort peu de chances que ta photographie, elle soit comprise par la personne qui va la regarder. Elle n'est pas Et sur qu'elle les lieux avec raconte toi. quelque chose. Il faut qu'elle raconte une histoire. Donc ça va permettre de définir des règles de cadrage et de composition qui vont être propres au message que tu veux faire passer. En respectant des règles, effectivement, pour les débutants, c'est toujours plus simple pour moins te louper, on va dire, dans le rendu final de ta photo.
Alors, quelles sont ces règles justement à respecter? La première, c'est attention à tes bords de photo. Le regard a toujours tendance à aller vérifier la fin d'une photo, donc il va regarder tous les bords. Si tu me mets des éléments parasites, des petites branches qui dépassent un petit peu, mais qui n'ont rien à faire en bord de photo, l'œil va venir faire, si tu veux, va se poser sur Il va ces se focaliser éléments là-dessus. parasites. Voilà, au détriment de ce que tu veux vraiment montrer. En termes de composition, c'est vrai qu'il y a quelques fois, je sais, ça a dû t'arriver certainement, ça a dû arriver à plein de gens qui prennent des photos, mais quelquefois, on voit un paysage qui est sublime, qui est magnifique. Mhm. Oui, On prend une photo, oui, mais la photo, ça rend rien en fait. Et du exactement. coup, c'est beau, mais que pour les yeux. Exactement. Alors, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est quand tu es dans un lieu, alors bon, on va parler de la Norvège, bien entendu, mais donc quand tu es dans un lieu qui est fantastique, qui est magnifique, qui est immense, où ton appareil photo ne va capturer, sauf si tu fais un panoramique, mais sinon tu vas capturer qu'une partie infime de cette image. Euh, il faut voir que toi, tu es dans un milieu dans lequel tu vas sentir la nature, tu vas écouter, il va y avoir des odeurs, il va y avoir le bruit du vent, tu as une vision en tournant la tête à 360 degrés, donc tu es dans un contexte dans lequel le spectateur ne sera pas au moment où il va regarder ta photo. Pour éviter ce genre de choses au maximum, il faut composer une photo, la rendre relativement stable, et comme tu l'as abordé tout à l'heure, tu as des règles, comme notamment par exemple la règle des tiers. Donc la règle des tiers, la définition rapidement, c'est qu'on soit en mode portrait ou en mode paysage, on découpe de façon horizontale et verticale l'image en 3 bandes, et chacune de ces lignes vont créer des points forts. Donc, on se retrouvera avec 4 points forts sur la photo. Et sur ces points forts, il est bon d'y mettre des éléments clés. C'est hyper important pour ceux qui nous écoutent et qui veulent soit se lancer dans la photo, qui n'en ont jamais fait avant, ou qui en font un petit peu mais qui veulent se perfectionner. Je recommande vraiment soit de faire une formation, soit juste de lire des livres ou de se renseigner, de travailler un petit peu le sujet. Parce que moi, j'ai fait une école audiovisuelle, alors Oui, qui était plus, enfin, qui était axée vidéo. C'était une école montage et film, mais on retrouve les mêmes règles et les oui, tout mêmes à fait. idées en vidéo et en photo. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant et ça change quand on a conscience de ces petits points techniques, ça change même nous, notre regard, je trouve, sur les éléments naturels, en fait. Alors après, ça peut être, des fois, je me promène, puis je fais, oh là là, c'est une lumière à photo, ça, oh là là, la lumière, là, Tout à j'ai fait. rien à prendre en photo, mais je trouve, la lumière, elle incite à prendre une photo, ou quelquefois, Exactement. je me promène et je dis, oh là là, le cadre, là, attends, t'as vu la photo et tout, et c'est chiant des fois. Disons que, comme tu le dis à juste titre, après, ce sont des automatismes qui te viennent et les envies te viennent naturellement. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire de la photographie va apprendre, va ouvrir son regard différemment à ce qui l'entoure. Toutes ces règles-là, les règles des tiers qui permettent de poser une photo de façon stable, etc., au début, c'est un peu pénible pour les gens qui se lancent un petit peu dans la photographie parce que ça leur demande beaucoup d'efforts de se rappeler de pas mal de règles à respecter. Mais après, l'œil va s'affûter, l'esprit va s'affûter et naturellement, tu prends des photos sans même t'en apercevoir où tu respectes la totalité de ces règles de manière instinctive par la suite. Quel autre conseil pour prendre une belle photo? Pour prendre des belles photos, souvent on dit qu'il faut faire attention à son horizon. Effectivement, l'horizon doit être droit à la prise de vue ou en post-traitement, ça se corrige très facilement. Donc là, tu conseilles quoi, par exemple, d'utiliser un pied avec une bulle et avec un niveau, par exemple? Soit un pied, soit tu peux directement avoir dans ton appareil photo au niveau de ton viseur, parce que moi je ne travaille pas avec l'écran arrière de l'appareil, je travaille qu'avec le viseur. Tu peux intégrer des grilles et la grille te permet d'avoir des lignes qui te permettent de te caler correctement avec l'horizon. Toi, c'est Certains quelque chose que appareils, tu utilises tout le tout le temps? temps, tout le temps. D'accord. Certains appareils ont aussi un horizon artificiel qui peut être programmé de manière à voir un petit peu si tu es d'horizon, si tu décales à gauche ou à droite. Tu utilises quel logiciel pour retoucher tes photos? Moi, Alors j'utilise moi, je suis Lightroom. exactement Lightroom et Photoshop. Je fais la parallèle entre deux. Quand tu veux prendre une photographie d'un paysage, moi, ce que je conseille à mes stagiaires, c'est de ne pas shooter immédiatement quand on arrive sur un lieu. Quand on arrive sur un lieu, il faut s'asseoir, il faut regarder le lieu, il faut se l'approprier, il faut l'écouter. La nature parle. La nature veut nous exprimer quelque chose, elle veut nous montrer quelque chose. Et je pense qu'avant de faire une photo, avant de raconter l'histoire, il est bon
de prendre du temps, de Il faut être à sentir l'écoute. ce qui se passe. Exactement. Le bruit du vent, les animaux, la lumière, la scène qui s'ouvre à nous. Essayer de réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on va pouvoir véhiculer comme message, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce que nous dit la nature et comment on va essayer de lui rendre honneur avec ce qu'elle nous présente actuellement. Pour terminer là-dessus, quand on fait une photographie, il faut le faire sans pudeur. C'est-à-dire, n'aie pas peur d'exprimer tes émotions, ta sensibilité. Il faut être toi-même, ça plaît ou ça ne plaît pas. Par contre, ne cherche pas à être une autre personne, ne cherche pas à être formaté, fais ce qui te plaît Il et faut laisse parler tes émotions. assumer son point de vue et Tout à fait. ce qu'on veut raconter. C'est une très très bonne manière de lever les barrières. On sait très bien que dans la vie de tous les jours, on est quand même un petit peu formaté à certaines règles, à certaines obligations, entre guillemets. À travers la photographie, tu peux essayer de te lâcher. Et justement, au contraire, moi je dis souvent que l'appareil photo, ben, c'est le prolongement de ton âme, c'est-à-dire laisse parler tes émotions, sois toi-même, ça plaît ou ça plaît pas, ne te fais pas formater par quelqu'un d'autre, fais ce que tu aimes faire et de la manière dont tu aimes le faire. C'est beau. Tout à fait d'accord. C'est ce que je trouve chouette dans la photographie et dans la vidéo, hein. D'ailleurs, ça se Bien sûr, recoupe ça aussi se dans la rejoint, hein. vidéo, c'est que ça se rejoint, c'est que la beauté et la poésie de ce qu'on voit et de ce qu'on ressent peut se transmettre dans ces médias, photos ou vidéos. Et c'est ça c'est ça qui est magnifique. Alors évidemment, il y a toujours, comme tu disais tout à l'heure, par rapport aux odeurs, aux relations humaines aussi, des gens qui t'entourent dans le lieu dans lequel tu es. Évidemment, les sensations vont être différentes, mais il y a quand même possibilité de retransmettre ces sensations et ces émotions à travers les photos. C'est très juste. Je te propose maintenant de parler un petit peu des aurores boréales. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, quand et où est-ce que tu as vu tes premières aurores boréales? Alors, tout s'est passé il y a 7 ans, lorsque j'avais fait un petit périple. J'avais besoin de faire un peu le break dans ma tête, si tu veux. Donc, j'avais pris un avion et j'étais parti sur Tromsø, donc dans le nord, grand nord norvégien. Et puis, je me suis dit, ouais, ben, je vais aller voir les aurores boréales. Donc, j'avais pris un guide, donc dans un groupe de personnes diverses et variées, hein. Il y avait différentes nationalités. Mhm. Donc, on se rend sur les lieux. Et puis là, j'ai vu ma première aurore boréale. J'étais à 2 doigts de perdre connaissance dans le sens où j'ai arrêté. Tu vois, là, je te parle des aurores boréales, mais à l'heure qu'il est, j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. Alors, C'est vrai? il faut que je précise une chose, c'est que les aurores boréales, c'est une addiction. J'ai encore la photo, si tu veux, au-dessus de ma tête, là, dans mon bureau, j'ai encore la photo de cette première aurore boréale. Voilà, techniquement, elle est à revoir, hein, sur pas mal d'aspects. Mais pour moi, c'est le point de départ de ma carrière, De ta quelque passion, quoi. part, et de ma passion. Pour rester un petit peu dans le thème voyage, est-ce que tu as vu des aurores boréales dans d'autres pays? Oui, alors bon, moi, je suis en général, je propose maintenant donc des séjours en Norvège, en Islande. J'ai testé la Finlande il y a 2 ans avec mon ancienne prof photo d'ailleurs qui a voulu me suivre dans mon périple. C'était une superbe expérience en Finlande. Maintenant, j'y mènerai peut-être pas l'amateur entre guillemets qui n'est pas encore trop préparé au froid parce que le froid finlandais est un peu plus violent que le froid norvégien. J'ai des souvenirs de température avoisinant les moins 30 degrés. Ah oui, Tu vois, avec des cils qui se. Tu clignes des yeux et puis d'un coup, tu as tes yeux qui s'ouvrent pas parce qu'en fait, tu as les cils qui ont c'est gelé. collé. Exactement. Alors qu'en Norvège, quelque part, on est un peu plus protégé, notamment près de la mer de Norvège, hein, avec l'influence du Gulf Stream encore, qui nous protège un petit peu Un petit peu des des températures températures froides. extrêmes, ouais. Quand j'ai vu mes premières aurores boréales, il ne faisait que -15. C'était léger, tu vois. Appréciable. Appréciable. C'était appréciable, ouais. Et c'est vrai que c'était fou parce que j'étais avec un groupe de touristes comme toi, comme tu le racontais. Et en fait, on n'en voyait pas. Au début, on avait un créneau de 4 heures où on pouvait rester sur place pour avoir éventuellement la possibilité d'en voir.
Et ça venait pas, il y avait rien, il y avait rien. Alors on était tous dégoûtés, on se regardait, et tu sais, on commençait tous à discuter ensemble. Il y avait ce brouhaha ambiant Ouais. qui montait, Mhm. on discutait, et puis bon, on commençait un peu tous à être résignés, à se dire bon bah tant pis, hein, on n'en verra pas. Après tout, c'est un phénomène aléatoire et naturel, donc bon bah c'est tout, c'est comme ça. On a tenté notre chance. On discutait, et là, d'un coup, silence absolu. Mais plus un bruit, et on avait tous la tête en l'air et le ciel, il était vert fluo et ça dansait de partout, il y avait des couleurs et tout, et c'était incroyable, c'était vraiment magique, il y a pas d'autre mot, quoi. Exactement. Tu sais, depuis ce fameux jour, donc il y a 7 ans, euh, à ce jour encore, c'est le phénomène le plus extraordinaire que j'ai eu l'occasion de vivre. J'ai écrit un article justement sur le site. Euh, Tout d'abord, où aller pour voir des aurores boréales? Parce Mhm. que c'est vrai que euh, dans l'épisode justement qui a été diffusé avant avec Pierre qui nous raconte son voyage à vélo, qui avait pour but Oui, justement d'aller voir les aurores boréales, il avait fait l'erreur, entre guillemets, qu'il a rectifié après, mais au tout début, il s'était dit, tiens, je vais aller voir des aurores boréales, je vais aller à Trondheim. mhm. Sauf que Trondheim, c'est pas un endroit où on voit Non, beaucoup d'aurores boréales. Donc ça, c'est quelque chose que je propose justement dans l'article. Je donne beaucoup de oui, conseils sur où aller et oui, que faire pour voir des aurores boréales. On va parler un petit peu après justement du côté technique, oui, vraiment en termes photographiques, comment réussir une photo d'aurore boréale. Il y a plein de points auxquels on ne penserait pas si on n'est pas bien préparé. tout Comme à tu fait. disais, par exemple, les températures, à Oui, voir des aurores boréales, quelquefois, on va attendre 5 ou 6 heures dans le froid par exactement. -15 ou -20. Donc, si on n'est pas préparé, ça va finir qu'on va rentrer parce qu'on aura trop froid et on aura complètement loupé notre séance, en fait. C'est tout à fait ça. Dans un premier temps, avant d'aller sur la prise de vue, comment je chasse une aurore boréale, où je les chasse et comment maximiser les chances de pouvoir les voir. Donc, comme tu l'as dit à juste titre, la première des choses à faire est de se renseigner avec les applications téléphoniques principalement sur la météo et sur l'intensité électromagnétique qui a été observée quelques heures avant ou quelques jours avant, relatif donc à l'activité solaire. Donc, si tu veux multiplier les chances de voir des aurores boréales, déjà, il faut aller dans des endroits où on voit des étoiles. C'est-à-dire en pleine nuit, il faut écarter déjà des sources lumineuses. Les Donc, essayer lumières de de te la ville. retrouver tout à fait, parce que ça crée de la pollution lumineuse qui risque d'annuler l'effet de certaines aurores qui seraient extrêmement légères que tu ne percevrais pas à l'œil à cause de la pollution lumineuse. Je m'étais retrouvée à Tromsø avec je regardais sur Internet et je voyais des gens qui disaient sortez, sortez, il y a des grosses aurores boréales, il y en a partout et tout. Et en fait, si tu es en ville et que tu regardes en l'air, tu la vois pas. Tu les vois pas. Tu les vois pas, exactement, exactement. Et puis quand tu les prends en photo, même si tu sors un peu de la ville, mais que tu as la pollution lumineuse de la ville qui est quand même là, mine de rien, dans l'atmosphère, tu vas te rendre compte que si par exemple il y a un petit nuage à droite ou à gauche, avec ta pose longue, ton nuage va tout de suite devenir plutôt orangé, parce qu'en général les lumières des villes sont orangées, et tu vas avoir ce ton chaud orange qui va venir un peu au milieu du vert. Alors ça peut être sympa de temps en temps, mais c'est quand même mieux de minimiser, on va dire, un peu aussi les couleurs et de donner, si tu veux, la part belle à l'aurore boréale, Hmm. avec ces couleurs qui peuvent être effectivement, comme tu l'avais dit dans d'autres podcasts, de couleurs diverses et variées. C'est simplement lié à un phénomène qui va se produire en altitude, à des altitudes différentes, où les particules chargées électriquement vont frapper les atomes d'oxygène, enfin d'hydrogène, d'azote, etc. Et suivant l'altitude où ce phénomène va se produire, tu vas avoir des photons qui vont être créés et la longueur d'onde des photons traduira la lumière de l'aurore boréale. Donc tu peux avoir du pourpre, du bleu, du vert, du jaune. Tu peux avoir une déclinaison de couleurs assez importante en fonction de l'altitude à laquelle le phénomène va se produire. Donc, une bonne application pour voir quand le phénomène pourrait arriver. Oui. S'éloigner des lumières des villes. Quel autre Et conseil tu donnerais? chercher un petit peu la météo, voir aussi que tu vas avoir des étoiles. À quelle heure est publié, si tu veux, le temps clair, entre guillemets, pour que tu sois sur place au bon moment, au bon endroit. Donc,
C'est la chasse en fait. On appelle chasser les aurores boréales parce que la météo parfois change. Et quand on te dit que le bord de mer va être bouché, ça sert à rien d'aller au bord de mer pour aller voir une aurore boréale. Tu la verras pas, ça va On être la verra bouché. pas. Ouais. Donc en temps réel, il faut tout le temps regarder la météo pour voir s'il y a eu du changement et essayer d'aller attraper une trouée. Alors des fois, c'est à une demi-heure de chez toi. Des fois, il faut rouler 2 heures, ce que l'on nomme en fait le KP, on va dire en résumé, qui est l'indice qui permet d'évaluer, si tu veux, la forte probabilité d'observation ou pas d'une aurore boréale. Sachant que par expérience, je te dirais que si on te parle d'un KP2, qui est relativement bas dans l'échelle, ben moi je sors quand même pour un KP2 parce que j'ai souvent eu des très très belles aurores boréales avec un KP2. C'est vrai. Donc voilà, il faut pas. Le tout c'est que tu sois sûr d'avoir un temps dégagé. Il faut vraiment prendre en considération tous ces points pour aller à la chasse aux aurores boréales. C'est pas juste sortir, se poser n'importe où et regarder en Non, haut dans le ciel, quoi. surtout pas, surtout pas. Il faut vraiment les chasser. Et moi, ce qui m'avait fait comprendre ça, c'est que la première fois où j'étais parti avec les guides, je me rendais compte que la guide était en communication téléphonique en permanence avec différentes personnes implantées dans différents endroits en Norvège ou en Suède, qui lui donnaient la météo en temps réel. C'est-à-dire qu'il leur disait non, non, c'est bon, moi j'ai les étoiles au-dessus de la tête. Et souvent, on se déroutait en temps réel D'accord. Elle avait carrément pour une aller sur équipe. les étoiles. Oui, tout à fait. Il faut prendre aussi en considération là où on va se trouver, à quel moment de l'année, Oui, quel temps il va faire aussi oui. pour penser à nous, à nous-mêmes, à notre confort, parce que si on attend plusieurs heures dans le froid, ça peut être difficile et compliqué. Exactement. Donc, les périodes favorables, en général, c'est d'octobre à mars. Simplement parce qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'aurore boréale en été. Seulement l'été, près du pôle ou même très près du pôle, le soleil ne se couche pas. Pour voir une aurore boréale, il faut qu'il fasse nuit noire, le plus noir possible. Donc, pour ça, il faut y aller dans ces périodes-là, entre octobre et mars, de manière à avoir un ciel relativement sombre qui nous permette de les apercevoir. Et donc, il fait Euh, froid. et donc, il fait froid. Donc, effectivement, c'est important ce que tu viens de dire. Le deuxième point, une fois qu'on a localisé l'endroit où on va essayer de se rendre avec la probabilité d'observation ou pas de ces aurores, il faut penser à comment s'équiper. Effectivement, l'attente peut être très longue. Tu sais qu'il y a un proverbe norvégien, mais qui n'est pas que norvégien, je crois qu'il est islandais aussi, Et et breton, finlandais, et breton peut-être. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des il n'y a que mauvais des mauvais équipements. vêtements. Exactement. Donc pour ça, il est important de respecter les règles de base, c'est-à-dire d'avoir des couches vraiment très très bonnes. Alors le mérinos est une laine fantastique pour ça. Donc je suggère véritablement d'avoir des sous-couches qui collent au corps en mérinos au niveau des jambes, au niveau du torse. Ensuite, bien entendu, d'avoir des couches supplémentaires, comme on dit, monter en rang d'oignon un petit C'est peu en ça, fonction de sa tolérance au la froid. technique de l'oignon. Exactement. Donc là, tu vas porter des polaires fines. C'est pas besoin d'avoir forcément des trucs très épais, mais il faut avoir un petit peu du matériel technique que tu peux cascader les unes sur les autres de manière à te prémunir du froid, une bonne veste en Gore-Tex, un bon bonnet, parce que c'est important. Le froid passe par les extrémités. Il faut être protégé au niveau des pieds, il faut être protégé au niveau de la tête, il faut être protégé au niveau des mains. Ça, c'est capital déjà pour éviter les engelures et pour éviter d'avoir Ouais. des problèmes graves. Hein. Depuis que je suis en Norvège, du coup, comme je suis caméraman et que je filme Oui, dehors, j'ai une collection de gants avec du grip à l'intérieur, mais je te raconte pas. c'est important. C'est vraiment important. Donc, une paire de sous-gants, si possible, parce que quand tu es effectivement en train de photographier ou de filmer, tu vas devoir lever les plus gros gants pour venir faire tes réglages, etc. Donc, il faut avoir une bonne paire de sous-gants qui te permettent, pendant les 30 secondes où tu vas devoir opérer, de te préserver de ce froid, le temps de remettre les gros gants derrière en Gore-Tex ou autres, qui vont vraiment assurer la couche chaude finale, on va dire. Mais il faut vraiment, vraiment se protéger parce que si tu commences à avoir froid, et moi, c'est ce que je fais attention dans mon groupe qui m'accompagne, c'est que, bien entendu, je leur fournis tous les éléments nécessaires pour préparer le voyage. Et puis, s'ils n'ont pas de matos, je leur conseille des locations sur Tromsø qui sont très, très bien pour louer à moindre coût du matériel d'expédition, hein, qui Mhm. permet de se préserver du froid. Mais le froid est le principal ennemi qui peut faire qu'une soirée se termine. C'est un peu comme un plongeur quand il a plus d'air dans sa bouteille. Même si tout le groupe a encore beaucoup d'air, il suffit qu'une personne n'ait plus d'air pour que tout le monde remonte.
Et bien là, si quelqu'un commence vraiment à avoir très froid, pour le mettre en sécurité, on est obligé d'annuler la sortie et de l'interrompre de manière prématurée. C'est souvent des trips qui coûtent cher quand même, c'est un Tout à budget fait. conséquent. Donc c'est vrai que c'est dommage de gâcher le séjour avec des petits points comme ça qui seraient pas bien respectés. Et c'est vrai qu'on oublie, dans cette chasse aux aurores boréales, il y a des gens qui sous-estiment un petit peu tout ça, puis qui se disent, ouais, ça va, je vais aller au nord de la Norvège, je vais me poser un peu, je vais en voir et tout. Mais en fait, il Oui. y a vraiment beaucoup de conditions à respecter, et si on les respecte pas, vraiment, on n'en verra pas en fait. Ben, tout à fait. Donc, pour donner une anecdote par rapport au froid et pour faire comprendre un petit peu combien il faut être patient pour chasser les aurores boréales. Donc, j'étais donc à Tromsø et puis j'allais direction de Ersfjord Bot. C'est un spot qui est très connu par les photographes, tellement connu que quand je suis arrivé sur place à 20 heures, j'ai voulu arriver assez tôt pour me placer avant d'avoir trop de monde voilà, qui aurait pris les meilleurs spots. Mhm. Euh, En l'espace d'une demi-heure, on s'est retrouvé à peu près une trentaine de photographes avec des Ah ouais, quand pieds même. posés, etc. Bon, voilà, à se préparer dans un endroit, si tu veux, c'est une avancée sur le fjord, mais qui est quand même assez exigu. Donc, on s'est un peu tous retrouvés presque pas collés les uns aux autres, mais on n'était pas loin. Donc, Ouais. j'étais un petit peu dégoûté, sachant que moi, dans ces cas-là, je préfère être un peu plus seul que Ouais, ça trop enlève un peu accompagné quand par même ce des. côté sauvage. Exactement. Donc, si tu veux, je me suis mis en place et puis ce soir-là, c'était tempête géomagnétique annoncée, c'est-à-dire un capé de 6, D'accord. donc une activité intense solaire qui avait été observée, donc quelque chose qui devait être fondamentalement hallucinant. Et j'y suis à 20 heures, il fait moins 24 degrés, je piétine à peu près dans une neige souple qui fait à peu près 1 mètre de profondeur. Ok. Moi, je marche beaucoup pour pas avoir froid. Ça m'a permis d'avoir créé une plateforme autour de mon trépied, donc j'étais plus dans la neige par la suite. À force de tasser la neige, De j'étais tasser, plus ouais. dedans. Et puis je marche, je marche, je marche. Il est 21 heures, il est 22 heures. Il se passe toujours rien, aucune activité. Pourtant, le ciel est très étoilé. Hein, il peut pas y avoir plus étoilé que ça. Il se passe toujours rien. Je regarde mes applications téléphoniques qui continuent à dire qu'on est en activité 6. Il se passe pas grand-chose à 23 heures. À partir de là, ça fait déjà 3 heures que je suis en 3 heures que place à tu moins es 24 dehors. degrés. Ouais. J'ai 28 photographes à peu près qui s'en vont. On reste à deux sur le spot, deux Ok. photographes. À 23h30, écoute, je t'en parle là, j'ai tous les poils qui s'irrissent sur le T'as corps. les frissons. J'ai pleuré, j'ai simplement pleuré devant ce qui se produisait devant moi. C'est J'en avais vrai. tellement partout que je ne savais plus où regarder. Alors moi, c'est ce que j'appelle des aurores qui douchent. C'est-à-dire, ce ne sont pas des aurores que tu vas avoir nécessairement à l'horizon, qui sont assez banales, hein, en arc de cercle, qui sont fabuleuses quand c'est la première fois que tu en vois une, mais qui sont Mhm. plutôt banales quand tu commences à être habitué à être douché, entre guillemets, par l'aurore boréale. Alors, doucher, c'est vraiment l'expression, c'est comme ton pommeau de douche que tu mets au-dessus de ta tête. Et Ouais, puis, tout c'est ça ça. arrive par le haut et te tombe Et dessus. c'est vraiment au-dessus de toi. Ouais. Quand j'avais eu la chance d'en voir des grosses aussi à Tromsø, ça faisait vraiment des vagues comme ça qui ondulaient et vraiment au-dessus de la tête, comme tu disais, pas à l'horizon loin devant, mais vraiment tout en haut. On avait la tête vraiment tordue pour les regarder. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ça nous tombe sur la tête, quoi. C'est fantastique. Tu as vraiment l'impression d'être baigné par cette lumière divine qui vient d'ailleurs, quoi, je veux dire. Et tu es là, alors des fois, tu en oublies même à photographier parce que tu es tellement ébahi, tu n'oses pas respirer, tu n'oses même pas respirer pour pas faire de bruit. Pour revenir à cette anecdote, donc vous étiez plus que deux. Tu as fait Oui, des photos magnifiques, je suppose. ah, fantastique, fantastique. Je savais plus où donner de la tête. Il y en avait à droite, à gauche, au-dessus. Ça tournait, ça dansait, comme tu le dis. Le clavier d'un piano qui se déformerait devant toi avec ces espèces de bâtonnets, de dièse. En fait, c'est une mélodie céleste qui était devant mes yeux. J'en ai les frissons. J'écoutais le vent. J'avais même l'impression que le vent était accordé, synchronisé avec le spectacle. J'avais l'impression que c'était un spectacle son et lumière. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que quand j'en ai vu, c'est vraiment ce que j'ai ressenti aussi en fait. J'ai demandé après, j'étais avec mon copain et je lui ai dit, mais ça, t'as entendu quelque chose toi ou pas? Ça a fait du bruit ou parce que je dis, je sais pas, moi j'avais l'impression que ça sifflait et que ça chantait. Oui, tout à fait. Et tu sais, tu l'entends d'autant plus parce que l'arrivée d'une aurore boréale, tu l'entends à la nature. La nature se comporte différemment. C'est vrai, Tu as l'impression que d'un coup, il y a tout qui devient serein. Il c'est n'y a plus vrai. il y a plus vraiment de bruit, comme si quelque part, Tu le sens arriver. tu le sens arriver. Tu as presque l'impression que tu es dans un concert de musique classique qui va avoir lieu, où d'un coup, on a tapé
pour dire attention, ça va démarrer, tout le C'est bruit se ça. calme et puis la musique arrive. Et puis Et tu entends puis un en fait, c'est espèce ça. de... Je compare ça à quand je fais de la musique et tu sais, quand je fais des transitions et en vidéo, on utilise aussi, tu sais, on appelle ça des whoosh D'accord. pour venir faire des transitions vidéo et audio. Et Ouais, j'avais vraiment ouais, l'impression que ça faisait cette espèce d'aspiration, tu sais, ça a fait un... exactement, Genre, exactement. c'est arrivé, c'était là. Elles étaient au-dessus, c'était là d'un coup, d'un seul. Et c'est vraiment ce qui a fait que tout le monde s'est tu d'un coup et que c'était le silence absolu avec cette aspiration-là. C'était vraiment extraordinaire. Donc, ce sont vraiment effectivement des moments fantastiques de vie. Tu oublies vraiment tout. Là, tu es vraiment transporté dans quelque chose d'irréel presque. Avant de passer à la technique photo, Et, ça ouais, ouais. m'amène à un dernier point justement par rapport au climat Mhm. que je trouve très important aussi dans la chasse aux aurores boréales, c'est la patience. Comme tu viens de Oui, dire, effectivement, donc à 20 heures, tu es arrivé, vous étiez 30 photographes, 28 ou 30 c'est ça. photographes. Vous avez Mhm. attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures. Au bout de 3 heures, allez hop, c'est bon, on en a marre, on replie, on rentre. Et là, au final, vous étiez plus que deux. Et Oui. là, c'est arrivé. Donc, il faut aussi C'est un phénomène qui se mérite, quoi. Il faut C'est l'attendre. un phénomène qui se mérite. Effectivement, la patience est capitale parce que tu vois, si j'avais pas été patient, cette référence à ce jour, pour moi, la plus belle nuit que j'ai vue jusqu'à présent, ben, je l'aurais pas vue cette nuit-là. Pour résumer, les 3 conseils avant de Ouais, passer au conseil technique photo en soi, ce oui, serait donc une bonne application oui. pour voir l'intensité de l'éruption solaire. Et la météo, Et la météo, une application météo aussi pour voir si le ciel va être dégagé et dégage. où. Troisième point, choisir son endroit et s'excentrer des villes, s'éloigner des Oui, pollutions lumineuses de la ville. Dernier point, donc s'habiller correctement et se protéger du froid pour être confort et pour justement être bien pour pouvoir attendre et faire preuve de patience pour que ce phénomène arrive. exactement. Avec un bon thermos d'eau chaude aussi, qui peut être toujours très utile. Alors, moi, ce que je conseille souvent, vu que le froid grignote nos calories, on va dire, et qu'on est en fin de journée, qu'on a beaucoup photographié déjà toute la journée, je conseillerais aux gens de partir avec de la nourriture déshydratée qui peuvent provisionner un apport calorique aux alentours de 600 kilocalories d'un seul coup. Donc pour ça, il suffit juste d'avoir une cuillère, ces fameux sachets de nourriture déshydratée et de l'eau chaude. À partir de là, ça te permet en 8 minutes d'avoir quelque chose que tu peux manger et qui va te redonner un coup de peps pour Un coup de pouvoir boost et qui va assumer te la suite. motiver pour attendre de nouveau 1 heure dehors. Exactement. Passons maintenant au côté technique. Comment on prend une belle photo d'aurore boréale? Déjà, avant de prendre une photo, il faut avoir son matériel préparé correctement. Dans le froid, les batteries des appareils photo tiennent pas beaucoup. Il est important et capital d'avoir plusieurs batteries chargées qu'on garde au plus près de soi quand on l'a pas dans l'appareil photo, Dans de les poches manière intérieures des à... blousons ou... Ouais, ouais. Il faut le garder le plus près de soi pour que la chaleur du corps évite aux batteries d'être confrontées au froid direct qui les déchargerait décharger. très rapidement. Je conseille énormément d'avoir une lampe frontale également pour faire tes réglages photo. Par contre, je conseille lourdement d'utiliser une lampe frontale avec une lampe de couleur blanche et rouge. Pourquoi utiliser la lumière rouge plutôt que la lumière blanche? Parce que si vous êtes deux, ou même s'il y a d'autres photographes aux alentours, il faut respecter tout le monde. Si tu éclaires avec une lumière blanche et que la personne la prend dans les yeux, il va C'est lui falloir gênant. 8 minutes. Exactement. Il va lui falloir 8 minutes pour retrouver sa vision normale dans l'obscurité. Huit Ce qui est minutes d'ailleurs carrément. 8 minutes, exactement. Alors qu'avec une lumière rouge, qui va donc permettre quand même d'éclairer, et qui est beaucoup moins violente, là, ça ne perturbera personne, si ce n'est que si avec ta lampe frontale, tu éclaires un petit peu le devant de la scène et que tu es en train de prendre une photo, ben, tu vas faire ce qu'on appelle du light painting, c'est-à-dire tu vas avoir ta lumière rouge qui va être dessinée sur ton premier plan parce que tu as oublié d'éteindre ta lampe. Parce que moi, je suis guetteur et je vais observer le moindre phénomène dans le ciel qui, pour moi, n'est pas un phénomène anodin. Ça va me permettre de détecter qu'une activité est en train d'arriver, alors que d'autres qui n'ont pas l'habitude ne verront pas qu'il y a une activité qui arrive. Et pour ça, j'ai besoin vraiment d'avoir une vision correcte dans le noir pour apercevoir une très légère brume potentielle qui pourrait me laisser penser que c'est une activité magnétique. À ce D'accord. moment-là, tu fais une photo tout de suite. Et si tu vois que ton appareil photo
renvoie du vert sur cette brume que toi, tu vois blanche, ça veut dire que c'est une activité magnétique qui est en train d'arriver, donc il Qui est faut en train commencer à d'arriver. préparer rapidement. D'accord. Exactement. L'appareil voit plus le vert que nos yeux. Il faut savoir qu'un appareil photo a 2 fois plus de cellules vertes que de cellules rouges et bleues. Voilà pourquoi, quand tes yeux ont un doute, est-ce que c'est un nuage? Est-ce que c'est une aurore? Ça bouge, c'est un peu bizarre. Si tu le vois blanc, en légère brume, tu prends ta photo, tu regardes derrière le résultat. Si tu vois que c'est vert, c'est qu'il y a une activité magnétique. Faut faire une photo test en fait. Autotest. Une fois que tu as ta lumière frontale pour faire tes réglages, une fois que tu as tes batteries, il faut avoir un bon trépied. Donc, tu poses ton trépied, tu le cales, il faut qu'il soit proprement placé dans la neige. Tu places ton appareil et tu vas faire ta mise au point avant toute chose. Ta mise au point, il faut la faire à l'infini. À On est bien l'infini. d'accord. Voilà. Mais le problème, c'est que quand tu es dans le noir total, pour que ton appareil arrive à faire la mise au point à l'infini à l'autofocus, ça va être compliqué. Donc, tu peux toujours essayer de le faire en manuel, mais attention, c'est pas parce que tu vas aller en bout de bague en manuel que ton infini va être net. Bien souvent, c'est malheureusement pas le cas. Donc, ce que je conseille de faire, c'est que quand tu sors de ta voiture, par exemple, pour aller te rendre sur les lieux, si tu as un éclairage malgré tout persistant, d'un lampadaire quelque part, d'un tout petit hameau, tu vois, où tu as trois petites maisons, etc., tu te fais ta mise au point à ce moment-là, D'accord. à distance, hein, donc tu essaies d'être au moins à une centaine de mètres de cette source lumineuse. Pour Tu fais pouvoir ta mise régler au son point. appareil sur l'infini avant d'aller sur le spot Exactement. d'aurore. Tout à fait ça. Donc, une fois que tu as fait ça, ensuite, tu enlèves l'autofocus pour rester manuel sur ton autofocus, mais tu touches surtout pas à la bague de l'autofocus. À la bague, Sinon, tu vas d'accord. décaler ta mise au point. Tu vas sur ton lieu, tu poses ton trépied, tu prépares ta composition, tu places ton appareil et ensuite tu verrouilles ta composition telle qu'elle est en t'orientant le plus possible vers le nord parce que la probabilité, bien souvent, c'est vers le nord qu'arrivent les aurores. Maintenant, tu peux les avoir qui arrivent de l'est, de l'ouest, du sud. Après, tu vas poser un objectif, si possible, grand angle de préférence, le plus grand angle que tu puisses avoir. Et un objectif qu'on dira le plus lumineux aussi, c'est-à-dire qui est une ouverture la plus grande possible pour avoir la possibilité d'avoir un temps de pause réduit. Pourquoi avoir un temps de pause réduit? Alors, la plus grande ouverture, si je parle donc à des amateurs qui comprennent, toi tu comprends sans problème, si je te dis une ouverture 2,8 par exemple, c'est très bien, c'est déjà extrêmement bien d'avoir ce genre d'objectif. Un objectif qui ouvre au maximum à 3,5, ça restera possible de faire des aurores boréales, mais disons que ça va te contraindre de devoir monter tes ISO en sensibilité pour avoir un temps de pause pas trop long. Et on va avoir Ou du alors, grain au final. exactement, et après réinjecter du grain numérique suivant l'appareil que tu as, du grain polychrome qui va faire que ton ciel normalement noir, il va plus vraiment être noir, il va y avoir des pixels de couleur qui vont se promener à droite à gauche. Donc ma recommandation à moi, de base, quand on arrive sur un site pour faire une aurore boréale, ça serait en pré-réglage d'ouvrir à 2,8 si on peut avoir un objectif à 2,8, de régler 11 ou 12 secondes sur le temps de pause et de mettre les ISO à 800 ISO maximum, en mode manuel, bien entendu, sur l'appareil photo. C'est le réglage de base. S'il faut shooter vite, ça peut être un réglage qui peut être adapté. Ça permet, comme tu disais, quand tu as une aurore qui danse et que tu veux venir saisir les bâtonnets sur ton image, si tu as un temps de pause qui est long et que l'aurore danse lentement, c'est pas bien grave. Par contre, si elle danse relativement rapidement, tu risques de ne pas voir ces bâtonnets si ton temps de pause est trop long. C'est trop long. Donc c'est vrai on pourrait penser que plus le temps de pause va être long, plus on va avoir une photo intense et où on va mieux prendre l'aurore boréale en photo, mais pas forcément en fait. Mais pas forcément. En fait, si tu veux capturer ces colonnes-là dans l'aurore boréale, il faut accélérer le temps de pause, surtout si ces colonnes bougent de manière très rapide dans le ciel. Donc pour ça, pour accélérer le temps de pause, il va falloir que tu augmentes tes ISO parce que tu es déjà à l'ouverture maximale de ton objectif. Donc tu n'as pas d'autre choix que d'augmenter les ISO. Donc ça dépendra après des appareils, hein. Tu pourras plus ou moins monter pour avoir une photo convenable. Sinon, tu es obligé d'avoir un temps de pause qui sera plus long. Donc, ça va faire une espèce de moyen-âge sur ces espèces de colonnes qui descendent du ciel. Et le rendu ne sera pas exactement peut-être celui que tu auras souhaité. Ça sera quand même une très, très belle photo, mais tu figeras un peu moins les contours de ces bandes qui tombent du ciel.
tout le monde n'a pas la chance d'avoir un appareil photo de qualité. C'est vrai que c'est des budgets aussi qui sont conséquents. Et je voulais juste revenir sur un petit point. C'est vrai qu'alors évidemment, les photos ne seront pas pareilles, mais ça Oui, marche aussi avec les appareils photo compacts. Moi, quand je suis allée voir les aurores boréales à Tromsø, j'avais pas encore acheté mon 5D à l'époque. oui, J'avais oui, un tout petit appareil photo compact, mais qui avait un mode nuit pause longue. Et oui, on avait un trépied, on a utilisé le pied exactement. et ça a marché. On a eu quand même des photos Oui. assez sympas. Oui, oui, ça marchera sans problème, hein. Disons que tu peux être un peu plus limité dans le type de prise de vue que tu voudras faire, mais au final, tes aurores, tu pourras les prendre de différentes manières, mais tout aussi belles. Ça sera simplement que tu pourras faire moins de photos différentes. Il faut aussi imaginer qu'on les prend en photo, mais il faut aussi imaginer qu'il faut les regarder, ces aurores boréales. C'est souvent des voyages qui coûtent cher, qu'on prépare Hein. pendant longtemps. Donc Oui, on a envie de tout bien faire, on a envie d'en profiter, de prendre des belles photos pour avoir des souvenirs, mais on a aussi envie d'en profiter et de se poser et de regarder le phénomène avec les yeux sans penser à la photo. Comment on gère le rapport j'en profite pour moi et je prends des photos. alors, moi, je le gère quand je suis avec, bien sûr, mon groupe, puisque je demande à personne de s'affoler. À tout le monde, je les ai préparés au réglage. Donc, si tu veux, il n'y a plus qu'à exécuter, entre guillemets, certaines prises de vue dans un premier temps pour assurer un minimum. Ensuite, je dis bien aux gens, n'oubliez pas de regarder ce qui se passe au-dessus de vous et de l'apprécier. Donc, j'ai un autre moyen de permettre de continuer à prendre des photos tout en observant avec nos yeux ce qui se passe au-dessus. À partir du moment où tu ne changes pas ton cadrage, il est possible d'avoir une technique qui s'appelle l'intervalomètre. Donc, ça te permet de programmer une prise de vue, un nombre de photos que tu vas effectuer sur un temps donné avec un temps de pause spécifié. Une fois que D'accord. tu as lancé cet intervalomètre, l'appareil photo s'autogère. Il prend des photos régulières comme tu lui as demandé. Par exemple, si tu as un temps de pause de 10 secondes, tu lui dis tu me prends une photo toutes les 15 secondes et une photo qui durera 10 secondes. Et il prend, tac, 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 tac. Ce qui fait que pendant qu'il prend les photos, à ce moment-là, toi, tu as juste à surveiller globalement, si tu veux, que la luminosité globale n'a pas changé pour pouvoir vite modifier un réglage si besoin. Mais sinon, l'appareil photo va les faire, ces photos. Et toi, pendant ce temps-là, tu peux apprécier le phénomène tout en continuant à prendre tes photos. Alors ça, c'est un super conseil parce que moi, quand je fais des photos, je te disais des shootings photos de concerts, Ouais. c'est vrai que donc moi je suis passionnée de musique et passionnée de photos, donc quand je fais des photos de musique, je kiffe quoi, c'est vraiment un gros plaisir. Après le concert, les gens qui me disaient ah ouais, t'as vu le moment où il a fait ça là, c'était top et tout, et je dis mais non, mais je sais pas en fait, parce que si tu veux le concert, je l'ai pas écouté. Exactement. Ben, je perçois ce que tu dis, puisque ça m'arrive aussi quand je fais les concerts. Et je suis tellement concentré dans ce que je fais, je pense tellement à mes prises de vue, les idées me viennent que finalement, derrière, je ne prends pas le temps tout le temps, enfin, pas le temps, mais je suis tellement concentré sur Et d'autres ouais, éléments c'est que super j'écoute dur. pas véritablement la musique quelque part. Inconsciemment, je l'ai peut-être, mais donc là, pour les aurores Mais boréales, c'est exactement ça. on savoure pas pareil. C'est pour ça que moi, c'est vrai qu'il y a des fois, je vais à des concerts et je me dis, mais je ne prends aucune photo, je ne filme pas, je ne fais rien. Je Mhm. savoure le concert vraiment comme un membre du public lambda. C'est ça. Donc, tu vois, cet intervalle-mètre, ça permet de faire ce que tu viens de dire. Ça permet de savourer l'instant tout en continuant à laisser l'appareil prendre des prises de vue. Ça te demande juste une préconfiguration au démarrage de ce mode-là, on va dire, qui va prendre peut-être une minute. Mais une fois que tu l'as lancé pendant une demi-heure, alors moi d'ailleurs, j'en joue beaucoup. Ouais, c'est une technique que je peux vous donner, que je peux te donner aussi si tu as envie de t'amuser à ça. C'est que tu feras par exemple sur une temps de pause, je ne sais pas si ton temps de pause il est de 10 secondes, tu vas dire à ton appareil photo, tu me prends une photo toutes les 11 secondes pendant une demi-heure. Ça va faire beaucoup, ça va te faire 90 Ça photos va pour faire ça. beaucoup de photos. Mais toutes ces photos, l'avantage, c'est que tu vas utiliser un logiciel qui est gratuit, hein, que tu peux trouver sur le net, qui s'appelle Star Max, Ok. qui permet de venir stacker, donc de venir superposer toutes ces 90 photos que tu auras faites les unes sur les autres en une seule fois. C'est le logiciel qui va gérer tout ça. Et tu vas t'apercevoir que sur la demi-heure, toutes les photos qui auront été prises avec les aurores boréales et les étoiles derrière qui seront visibles vont te donner quelque chose de complètement hallucinant, d'irréel,
Alors, ça ne sera pas du post-traitement véritable, hein, c'est juste une superposition de photos. C'est une superposition, oui. C'est une superposition. Les étoiles, la Terre tourne, donc les étoiles vont changer de position dans le ciel. Donc, tu vas t'apercevoir que tu vas avoir des cercles d'étoiles au milieu d'un mix d'aurores boréales. Donc, ça sera une image composée à la prise de vue, entre guillemets, presque. Hein. À la prise de vue, ce n'est pas un photomontage Photoshop, etc. Hein. Tu as juste superposé 90 photos et ça en génère qu'une seule, qui est la somme de ces 90 photos superposées. Eh ben, tu seras surprise du résultat, c'est fantastique. Très bon conseil. Donc, toujours en utilisant cette fonctionnalité intervalmètre. Un petit point, Anne-Sophie, que je n'ai pas précisé, mais qu'il est important de préciser pour les amateurs en photographie principalement. Quand on prend une photo sur trépied, il faut toujours qu'on déverrouille le stabilisateur. Il faut le mettre sur off. Aussi bien le stabilisateur optique que le stabilisateur de ton capteur, si tu en as un embarqué sur le capteur de ton appareil photo. Parce que le stabilisateur est un élément électronique qui est là pour corriger toute vibration. Naturellement, quand on prend une photo à main levée, même si on fait attention de ne pas bouger, on va introduire des vibrations. Donc l'appareil, il est là pour les compenser potentiellement, surtout quand la lumière commence à baisser, qu'on est un peu limite en vitesse, limite fou de bouger. Là, l'antivibration va venir contrer un peu ce phénomène-là pour avoir une photo nette. Maintenant, si tu le laisses sur un trépied, le système électronique va chercher une vibration qui n'existe pas, puisqu'à ce moment-là, tu vas déclencher soit avec une télécommande, soit avec le retardateur pour ne pas bouger quand tu vas prendre ta photo. Et le système électronique va dire, il n'y a pas de vibration, ce n'est pas normal, il va en introduire une, lui. Donc, ça veut dire que ta photo ne sera pas nette parce que tu auras laissé ton stabilisateur actif. D'accord. Donc, viens enlever le stabilisateur de ton objectif et ou de ton appareil photo s'il en est équipé, de manière à avoir un flou introduit par l'électronique même de l'appareil photo qui va chercher à contrer une vibration qui n'existe pas puisque l'appareil est sur un trépied. D'accord. Très bon conseil aussi. Voilà. Quand tu es sûr d'avoir assuré ton pool de photos et que tu es contente de ta soirée, amuse-toi à faire une pause longue. Tu as 30 secondes, tu as une dizaine de secondes si tu es sur 10 secondes pour te mettre ton appareil photo avec ton téléphone devant ton appareil photo avec ton téléphone portable, par exemple, et puis tu peux t'amuser à dessiner, tu peux t'amuser à peindre une pierre avec ta lampe frontale. Tu peux t'amuser à faire plein de choses en passant devant l'appareil avec une source lumineuse. Tu peindras un petit peu ta photo, ce qu'on appelle du light painting. Tu peux t'amuser à dessiner des formes, des cœurs, ce que tu veux, écrire des prénoms, peu importe. Le tout, c'est que tu sois devant ton appareil photo et que tu mettes la lumière face à ton objectif et que tu fasses, voilà, tu sais que tu as tout ton temps de pause pour t'amuser à faire de l'art avec ta source lumineuse, avec des aurores boréales derrière. Voilà qui est bien. Et le dernier conseil que je te donnerai aussi, si tu as envie d'avoir une photo souvenir de toi, sous une aurore boréale, bien entendu, si tu as un temps de pause de 10 secondes, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu bouges pendant 10 secondes, ça va être compliqué. Donc, il faudrait qu'une personne soit avec toi, qu'elle ait un flash. Et en fait, pendant le temps de pause, à un moment donné, elle te flash, un coup de flash, juste un petit coup de flash, même si ça dure, tu vois, une dizaine de secondes, ton temps de pause. Tu as la personne qui t'accompagne qui te flash. Eh ben, tu seras net sur la photo quoi qu'il arrive, même si la photo aura duré 10 secondes et que tu auras un tout petit peu bougé. À partir du moment où le flash vient figer l'action, toi, tu seras net sur ta photo. C'est vrai qu'on voit souvent ce genre de photos, en photo souvenir, des gens qui se prennent en dessous des aurores boréales où la personne est vraiment… on voit très bien la lumière typique du flash. Exactement. Donc ça, c'est important de le faire. Sinon, tu auras une photo forcément floue et tu seras déçu. Parce que sur l'arrière de ton appareil photo, quand tu vas regarder ton écran, tu vas dire « Ah, elle est superbe cette photo ». Quand tu vas arriver sur un PC, tu vas être déçu parce qu'elle sera extrêmement bruitée, floutée par le fait que tu aies bougé en fait sur ces 10 secondes, quoi. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Grâce à toi, j'ai de nouveau les danses des aurores boréales dans la tête. Je m'y revois, ça me donne trop envie d'y retourner. Si vous êtes intéressé par des stages photos avec Christophe, je mettrai le lien de son site dans le texte de présentation. Et j'espère que cet épisode vous donnera envie de venir en Norvège du Nord à la chasse aux aurores boréales. C'est moi qui te remercie, Anne-Sophie. J'espère que voilà, tu as passé un bon moment, un bon rappel dans ton esprit avec ces aurores boréales. J'ai été heureux de partager ces moments avec vous.
Et je te donne rendez-vous sur place à Tromsø, je ne sais pas, dans quelques mois peut-être, pour venir partager ce moment avec moi et puis on pourra échanger autour de ce sujet. Ça sera bien volontiers. Eh bien, dès que ce sera de nouveau possible de voyager, avec plaisir, le rendez-vous est pris. Merci Christophe. Salut! Salut! Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise qui soutient le podcast sur la plateforme de financement Patreon. À bientôt!